Monde numérique. L'intelligence artificielle va être le buzzword le plus, récurrent sur ce salon, la tendance la plus forte, ça c'est, certain. Il y a, d'autres tendances qui sont assez fortes, notamment, la cybersécurité, parce que c'est un enjeu, vraiment croissant. Si on met de l'IA partout et des objets connectés partout, il faut qu'on, sécurise, cet accès, constant au numérique. Bonjour Florent Roulier, Bonjour Jérôme. vous êtes responsable d'innovation chez Niji, qui est un cabinet de conseil en transformation numérique. Vous êtes un grand habitué des salons de technologie de par le monde, le CES de Las Vegas, le GITEX. Alors comment voyez-vous ce Vivatech 2025? Alors, cette édition de Vivatech, 2025, donc la 9e édition, on la pressent, on va dire, conforme à l'an dernier parce que tout d'abord, il y a pas d'augmentation de superficie annoncée par les organisateurs. On va toujours être sur à peu près 55 000 m². Mmh. On va toujours être sur à peu près le même nombre d'exposants, hein, sur à peu près 2 500 exposants. Mmh. Donc ça, c'est assez stable par rapport à l'an dernier. Il reste bien sûr beaucoup plus modeste que le CES de Las Vegas, parce que le CES de Las Vegas, c'est 230 000 m² d'espace d'exposition, hein, donc la Vivatech, seulement 55 000. Il y a 4 600 exposants au CES de Las Vegas versus 2 400. Donc les chiffres sont beaucoup plus gros sur ce salon qui est le CES de Las Vegas, qui reste la référence, mais le Vivatech a une vraie emprise sur l'innovation européenne. Si vous allez au CES de Las Vegas, vous allez voir de l'innovation américaine, asiatique et en partie européenne. Mais si vous allez au Vivatech, vous allez voir beaucoup d'innovations européennes. Si Ouais. on regarde les chiffres, hein, sur l'origine des exposants cette année, ils sont à 60 d'origine européenne. Donc ça donne une vraie vision, un vrai thermomètre, une vraie température de l'innovation en Europe, ce salon. Mmh. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de mesurer et de détecter l'innovation en Europe. Alors même s'il y a quand même aussi, des exposants étrangers, hein, et notamment américains et puis la particularité, c'est que ce sont beaucoup des entreprises, qui ne sont pas vraiment des entreprises de technologie. Alors, c'est effectivement la particularité de Vivatech, c'est de mettre en avant l'innovation à travers des grands groupes. Donc, on a des grands groupes français qui ne sont pas liés au numérique, hein, comme par exemple LVMH ou L'Oréal, qui viennent et qui prennent de l'espace sur ce salon et qui vont héberger leur écosystème de start-up sur ce salon. Donc, c'est vraiment la particularité de ce salon parce que si on compare à d'autres salons d'innovation, ça ne se passe pas comme ça. Chaque start-up a son corner dans des zones thématiques, tandis qu'au Vivatech, le regroupement se fait plutôt autour de marques mères. Mmh. Ils vont chacune présenter, leurs dernières innovations, sur le numérique, et autres. Donc c'est une vraie particularité de ce salon. C'est à la fois une force, parce que ça montre que l'innovation, ça concerne tous les secteurs, tous les acteurs, qu'ils soient dans la beauté, dans l'énergie, dans le transport, dans la banque. Mais c'est aussi un de ses défauts, c'est que parfois, le grand groupe qui a un gros espace d'exposition écrase un peu la visibilité de la petite start-up qui l'héberge. Ouais. Donc c'est à la fois une particularité et une force, et à la fois peut-être un reproche qu'on peut faire à Vivatech. Mmh. Une particularité aussi, c'est qu'il y a une journée ouverte au grand public, heu, Exactement, ça c'est assez le rare samedi. pour le souligner. C'est un salon d'innovation qui s'adresse aussi au grand public avec, Ouais. la journée du samedi qui est, accessible au grand public. Alors Florent Roulier, maintenant sur le fond, d'après vous, est-ce que c'est l'intelligence artificielle, cette année encore, qui va dominer le salon? Alors oui, ça c'est sûr que, l'intelligence artificielle va être, la le buzzword le plus, récurrent sur ce salon, la tendance la plus forte. Ça c'est, certain parce qu'on a fait les autres salons cette année qui sont le GITEX Europe, qui était il y a quelques semaines à Berlin, et le CES en janvier à Las Vegas. L'IA était partout, donc de la même manière au Vivatech cette année, l'IA sera prépondérant. Mmh. Donc ça, on est à peu près sûr, et certain que ça sera le cas. Il y a, d'autres tendances qui sont assez fortes, notamment, la cybersécurité, Ouais. parce que c'est un enjeu, vraiment croissant. Si on met de l'IA partout et des objets connectés partout, il faut qu'on, sécurise,
cet accès, constant au numérique et donc ça se fait par de la cyber. Donc il va y avoir aussi beaucoup de choses. Par exemple, il y a des sociétés qui sont spécialisées aussi dans la reconnaissance de documents d'identité falsifiés par l'IA. Et donc, elle utilise l'IA pour détecter qu'une carte d'identité n'a pas été générée par de l'IA ou qu'un document administratif n'a pas été falsifié par l'IA. Donc voilà, l'IA entraîne aussi des enjeux de sécurité, donc ça sera aussi une tendance. Sur les autres salons, il y a aussi beaucoup de robotique. Les robots, sortent, un peu des laboratoires et sont désormais commercialisés pour, être une aide dans les entrepôts, dans certaines entreprises, dans certains lieux de santé et ça, on en voit de plus en plus aussi. C'est une tendance qui revient beaucoup et ensuite on a, aussi beaucoup de choses, généralement autour des bagues connectées, des lunettes connectées. Heu, Mmh. on l'a vu d'ailleurs au dernier Google I/O, hein, il y a, de plus en plus d'initiatives pour mettre des écrans très légers dans des lunettes très fines ou alors de mettre de l'IA dans des lunettes pour voir et interagir. Donc ça aussi, c'est une grande tendance que, à mon avis, on va retrouver, au Vivatech. Mmh. Il y a une thématique qui revient chaque année, c'est celle de la souveraineté numérique. Comment ces grandes entreprises françaises peuvent, adopter les technologies sans se retrouver, sous, la coupe, uniquement des géants américains? Et c'est un thème, évidemment qui est encore plus est-ce que vous pensez que ce thème sera encore plus d'actualité cette semaine vu les tensions, on va dire, qui sont qu'on peut constater entre, l'Europe et les États-Unis, depuis la réélection de Donald Trump? Alors oui, il y a beaucoup d'entreprises qui ont à cœur, de protéger leurs données et qui, sont demandeuses, d'outils souverains, notamment en IA. Donc face à cette demande, il y a des initiatives, qu'il faut noter comme, Mistral AI, qui s'associe avec différents groupes pour proposer de l'IA souveraine. Mmh mh. Il y a, aussi des startups qui permettent, qui agissent un peu comme un filtre, un intermédiaire, qui vont, confidentialiser toutes les données que vous pouvez envoyer à ChatGPT et d'autres outils, qui ne sont pas en Europe. Ça permet aux entreprises de laisser leurs employés utiliser ces IA, non souveraines, mais en conservant la confidentialité et quand le flux revient en Europe, les données sont restaurées. Donc c'est d'autres mécanismes qui permettent Mmh. d'utiliser, ces données-là. Ensuite, on a beaucoup de freins, en Europe, hein, pour faire de la souveraineté. J'étais récemment sur un salon avec le ministère de l'Intérieur et on avait un échange assez intéressant sur, la réglementation européenne concernant l'IA, Le fameux qui, AI Act. l'IA Act, qui est contraignante et qui malheureusement, met des bâtons dans les roues finalement au développement des IA souveraines puisqu'il y a plus de réglementations à respecter. Puisque, voilà et que surtout elle évolue, elle change tout le temps, donc c'est beaucoup de contraintes pour nos acteurs. Ouais. Le problème, c'est que face à ça, on a des IA chinoises et américaines qui ont beaucoup moins de contraintes et donc qui vont beaucoup plus vite dans ce qu'elles proposent. Très, Mmh. très vite. Notamment dans l'accès aux données pour les entraînements, les apprentissages et cetera? Exactement, elles accèdent à beaucoup plus de données, à toutes les données qu'elles peuvent acheter, hein, d'ailleurs, donc elles vont beaucoup plus vite pour les entraînements. Elles vont, plus vite aussi dans les fonctionnalités qu'elles proposent. Encore une fois, ChatGPT vous permet de faire, des deep search, vous permet de faire de l'automation et cetera. Toutes les semaines, il y a des nouveautés parce qu'il y a pas de frein à leur développement. Parce qu'aussi il y a beaucoup d'investissements, ce qui est aussi plus compliqué en Europe, hein, de faire de Mmh. l'investissement à grande échelle, parce que le marché est fragmenté, parce que les investissements sont compliqués en Europe. Donc voilà, il y a beaucoup de freins en Europe à, proposer un développement aussi rapide de l'IA que dans d'autres pays, mais il y a des initiatives intéressantes et il y a des outils qui permettent de garder la confidentialité des données quoi qu'il arrive. Mmh. Vivatech, chaque année, depuis le début, c'est aussi un petit peu, le la fête de la French Tech. Or, la French Tech, ces derniers mois, n'a pas vraiment brillé, hein, elle va pas très bien, pas mal de faillites, une baisse des investissements, il y a beaucoup de startups qu'on a pu voir les années précédentes qui ne seront pas là cette année parce que, elles ont mis la clé sous la porte. Est-ce que la French Tech vit toujours? Alors la French Tech vit toujours parce que, dans l'origine, encore une fois, des startups qui vont exposer, il y a quand même 53 des exposants qui sont français cette année à Vivatech.
D'accord. Donc il y a, encore un très grand vivier de startups en France, mais effectivement, comme vous le dites, elles font face à, une crise, de financement, sans précédent. La levée des fonds est extrêmement compliquée, désormais. C'est facile quelque part de lancer sa start-up, mais c'est beaucoup plus compliqué qu'avant d'obtenir des fonds pour la faire se développer et la maintenir, en vie jusqu'au niveau de développement, recherché. Donc beaucoup de faillites, beaucoup de problèmes de stagnation. C'est très compliqué de scaler pour les startups, en France, et en Europe. Mais il y a tout de même un écosystème. Donc de monter en puissance. Mmh. Voilà, la montée en puissance est très compliquée. D'ailleurs, on le voit sur le CES de Las Vegas. Des startups françaises, elles sont dans l'espace, des petites startups qui s'appellent Eureka Park, Mmh. sont pas dans les espaces, d'exposition plus grands et plus luxueux et plus coûteux qui sont, Mmh. heu, Alors il y en a quelques-unes, il y en a mais quelques-unes, mais mais qui souvent finissent par être rachetées par des Américains en plus, voilà, qui plus est. ou par d'autres. Exactement. Donc il y a un problème pour scaler, parce que voilà, crise du Ouais, financement en Europe. Funding return aussi on dit, voilà, beaucoup de problématiques sur le financement. d'accord. Mais 53% des exposants à Vivatech sont français, donc l'écosystème est toujours très riche, en France concernant l'innovation. Il faut le rappeler, vous avez raison. Encore une question, donc on l'a dit, ce sont de grandes entreprises, pas forcément versées dans le numérique au départ, qui sont là. Est-ce que vous avez l'impression, vous, d'une manière générale, même au-delà de Vivatech, qu'aujourd'hui, les entreprises françaises ont pris complètement le virage du numérique? Ou en tout cas, est-ce qu'elles savent le prendre? Aujourd'hui, c'est le virage de l'IA. Est-ce qu'elles savent l'aborder? Est-ce qu'elles s'y lancent ou elles sont encore un peu dubitatives face à tout ça? Alors, on est bien placé chez Niji pour, effectivement mesurer, à quel point les entreprises françaises ont adopté l'IA puisque, on fait de l'IA et on accompagne les entreprises pour les aider à adopter l'IA. Donc il y a beaucoup d'initiatives en ce moment pour, mettre en place, des POC, des expérimentations. Le passage à l'échelle et déployer l'IA à de grandes échelles, met encore un peu de temps par rapport à d'autres, sociétés, en dehors de France. Mais voilà, c'est tout l'enjeu des sociétés aujourd'hui, c'est passer de l'étape de, j'ai testé l'IA, j'ai fait un prototype, une expérimentation, passer de cette échelle à l'échelle, je généralise un outil d'IA à un service ou un département ou à l'ensemble de Mmh. mes collaborateurs. Ce passage à l'échelle-là, c'est justement ce que nous faisons chez Neji, parce que l'IA est suffisamment mature aujourd'hui pour, proposer effectivement une massification de son usage dans les entreprises. Donc ça nécessite des entreprises, des investissements, des décisions, donc tout ça, c'est un peu plus lent à se mettre en place, mais c'est en cours actuellement et on déploie aujourd'hui de manière progressive ces solutions-là à l'échelle et c'est très intéressant de voir comment ça transforme, les, la façon de faire du business. Nous, on a réussi à pour certains de nos clients, à leur faire des économies, d'échelle de, 20 de leur coût d'opération sur certains départements, jusqu'à 40 d'économie sur leur coût d'opération grâce au déploiement d'outils d'IA à l'échelle. Donc ça modifie vraiment comment les entreprises font du business, et elles s'emparent du sujet et vraiment la problématique en ce moment, c'est le passage à l'échelle. D'accord. Donc, finalement, vous vous inscrivez un peu en faux par rapport à certaines études qu'on peut voir passer, disant que, bah, l'IA dans les entreprises, ne tiendrait pas forcément ses promesses. Hem, Elle tient ses promesses si c'est bien fait, si c'est fait avec les bons outils. Effectivement, parfois, il y a des mauvais choix d'outils, ou des mauvaises, implémentations de l'IA. Donc si c'est fait, de manière, concertée avec les métiers pour vraiment bien choisir les briques et les outils, pour bien entraîner les modèles, il y a un vrai retour sur investissement. Donc moi, j'ai plus ce type d'exemple-là, chez Niji, c'est-à-dire de l'IA qui fonctionne, qui permet de faire des économies sur les coûts, de faire gagner du temps, de décharger certains services de tâches répétitives et de leur permettre de mieux se concentrer sur des tâches à forte valeur ajoutée. Merci beaucoup Florent Roulier, responsable innovation chez Niji, à propos donc de Vivatech, du 11 au 14 juin 2025.
À vivre évidemment sur Monde Numérique.